bonjour, bienvenue sur le plateau HR Makers. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question que beaucoup d'entre vous doivent se poser, notamment les directions des ressources humaines et les directions learning. Quelle sera la compétence attendue pour l'année 2025? S'il y a quelques années, des cabinets comme McKinsey nommaient l'adaptabilité comme la compétence qui sera la plus recherchée, qu'en est-il fin d'année 2024? On fait le point aujourd'hui avec deux expertes. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Carly Abramovic, directrice de CA Consulting Group et autrice de Danse avec le chaos qui est paru aux éditions Ethos en début d'année. Vous êtes accompagnée, bonjour Carly, vous êtes accompagnée de Florence Trulovici, directrice des compétences et du Strategic Workforce Planning chez Engie. Bonjour. Bonjour Florence. J'ai bien prononcé votre nom, hein, Trulovici. Super. Carly, ma première question est pour vous. Vos travaux portent depuis de nombreuses années justement sur cette notion d'adaptabilité. Vous connaissez également bien les soft skills. En fin d'année 2024, qu'est-ce qui change au niveau des compétences? Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui sont en train d'être mises sur le devant de la scène? Votre constat? Oui, excellente question. Merci Elsa. Pas facile non voilà. plus. Pas facile non plus. Ce que je constate depuis ces derniers mois, je dirais, c'est un retour en force vers les notions et vers l'importance de la performance. Si pendant des années, on était très axé par rapport aux pratiques de management, par rapport au leadership plus globalement, Oui. sur des dualités du type bienveillance versus l'exigence. Je pense que peut-être la balance, à un moment, ça a trop penché dans le sens de la bienveillance. C'est exactement ça, c'est une sorte de recentrage qui porte de l'efficacité, qui va aller certainement aussi plus faire des notions de comment travailler ensemble pour atteindre des résultats et peut-être un tout petit peu moins focalisé, même si bien sûr c'est toujours important, sur le bien-être de chacun à chaque instant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on voit que souvent des managers, ils n'osent plus faire des feedbacks un peu sensibles, par exemple, ou fixer de véritables entretiens de recadrage pour poser des sujets sur la table, etc. Donc, dans une volonté, je pense, des entreprises de redonner ce type d'assertivité et de pouvoir d'expression aux managers et aux autres, on va aller de plus en plus, je pense, vers la performance, vers l'efficacité. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Ça ne change rien par rapport à l'adaptabilité, l'importance de celle-ci. Mais il y a un shift de paradigme. Elle est cadrée différemment. Florence, est-ce que vous faites le même constat? Et puis, quels sont un petit peu les objectifs aussi de monter en compétences chez Engie? Alors, je retrouve complètement ce que tu dis, Carly, effectivement, sur la balance qui commence vraiment à être sur un meilleur équilibre du push et du pull. J'ai eu la chance d'être directrice learning du groupe jusqu'à il y a encore quelques mois et on voyait bien, effectivement, qu'il y avait de plus en plus une demande des business de vraiment aller chercher des rôles clés sur des formations pour arriver à un meilleur équilibre sur finalement quelle est la priorité de formation sur quelles compétences et ne plus se former sur tout et n'importe quoi, laisser le choix, mais en même temps aider à prioriser. Donc on le retrouve beaucoup et je retrouve également ce que tu dis sur le courage managérial, où c'est un énorme focus aussi de notre côté. On a lancé il y a quelques mois maintenant le Management Pass, qui sont des parcours de formation pour upskiller en fait les managers dont ces sujets de courage managérial qui sont hyper précieux, que ce soit en jeunes managers débutants ou plus expérimentés, qu'on a tout un parcours disponible à travers le groupe pour upskiller ces managers.
Ok. Il y a une importance particulière toujours autour des managers. On en a beaucoup entendu ces dernières années. On sait que c'est une population sensible aussi parce que beaucoup sont fatigués d'être manager. C'est- justement, quelles sont aussi peut-être quelle est votre approche vis-à-vis des compétences des managers demain, de ces soft skills, mais qui ne sont pas. Enfin, il y a aussi des hard skills. On Oui, va oui, on va en oui. discuter. Mais voilà, sur vraiment cette population de managers. Ben, je pense que ça va continuer un peu dans la même lignée par rapport aux compétences spécifiques comportementales, c'est-à-dire des compétences telles que le leadership, l'influence, la communication, l'adaptabilité, la capacité à prioriser, à savoir dire non, le courage managérial, etc. Je pense qu'on sera encore dessus pendant longtemps. Ok. En revanche, c'est plus les hard skills avec tous les métiers qui vont radicalement changer. On dit qu'aujourd'hui, 65% des élèves en élémentaire auront des métiers, auront des jobs qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il y a plein de Oui, chiffres oui, voilà, oui, de ce type-là. oui. Donc, c'est l'environnement de travail, c'est l'environnement sociétal aussi, c'est tous les shifts et les changements qui vont venir avec les technologies. En ce moment, on est beaucoup sur l'IA, mais ça sera d'autres choses aussi. Tout ça va bouger, va continuer à s'accélérer, à s'intensifier. Je vois plutôt les soft skills, les comportements, les mindsets, etc., en tant que les éléments qui vont apporter une certaine continuité, D'accord. toujours tout aussi important. Hein, on sait que la réussite des projets complexes dépend largement des compétences telles que la collaboration, Ouais. la communication, etc. La capacité à s'engager dans des transformations, des mutations, des changements dans des grands groupes et dans d'autres entreprises va se reposer sur des compétences clés liées à l'adaptabilité, par exemple. Donc, je pense qu'il y aura un renforcement de l'importance, une concrétisation, parce que comme Florence l'a dit, et je suis totalement en phase avec ça, les entreprises veulent voir, mais qu'est-ce que j'ai quand je forme quelqu'un? Si je prends ce temps et je prends cet investissement, qu'est-ce qui va en découler concrètement? Alors qu'on sait, il y a Deloitte, McKinsey, etc., qui disent tous la même chose. Il y a un gain qui se situe à peu près à 25% de productivité quand on investit dans les compétences comportementales, par exemple. Oui, complètement. Florence, vous, de votre côté, on a parlé là justement des transformations des métiers à venir. Je suppose aussi que vous avez en tête comment est-ce que je fais monter les collaborateurs vers les métiers de demain qui n'existent même pas encore et peut-être justement bien recadrer les objectifs de monter en compétence vis-à-vis de ces objectifs importants pour l'entreprise, mais aussi importants pour l'employabilité des collaborateurs. Oui. Surtout que chez Engie, on est en plein dans la transition énergétique. Et on voit, quand on lit le rapport du World Economic Forum, que les métiers de la transition énergétique sont les métiers aussi qui vont évoluer le plus. On a aussi, pour compléter peut-être sur l'aspect compétences comportementales, l'IA générative, la compétence de data analytics. Je suis très surprise dans la ligne RH de voir à quel point ces compétences sont montantes. Et c'est vrai qu'on le voit, ce même rapport le dit, qu'on a quasiment 45% des compétences qui vont évoluer en 5 ans, à peu près 25% des jobs qui vont évoluer en 5 ans. Donc on a tous intérêt, et Engie en particulier, mais toutes les entreprises ont intérêt à se focaliser sur le sujet des compétences et pas uniquement dans des logiques upskilling, mais dans des logiques aussi de rétention des talents, de succession planning, de mobilité, de qu'est-ce que je peux offrir en termes de carrière à mes collaborateurs et derrière, effectivement, comment je les développe quand j'analyse des gaps de compétences qui sont souhaitées. Et c'est ce qu'on est en train de faire en fait aujourd'hui. Alors on l'a pas fini, on est en train de le démarrer et c'est un énorme projet de compétences au niveau groupe pour proposer ces solutions aux collaborateurs.
leur montrer l'intérêt aussi d'aller se self-assesser sur les skills, d'avoir des conversations intéressantes avec les managers, avec les RH dessus, pour derrière pouvoir plus facilement rebondir, se développer, et que ce soit un gagnant-gagnant, collaborateur et entreprise. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers qui ont déjà été repérés? Je pense bien évidemment aux métiers liés à la data, à la tech. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours des besoins très importants sur ces métiers-là? Je pense que c'est effectivement une job family qui évolue énormément. Donc oui, quand je regarde effectivement, on vient juste de revoir la nomenclature des jobs d'Engie. Ça fait partie effectivement des jobs family pour lesquels on a vu des changements dans les jobs assez importants. Ok, très bien, merci. Carly, vous avez mis en avant le leadership. Voilà. Et un leadership qui n'est pas forcément le leadership du leader, du manager, mais qui va être le leadership aussi de n'importe qui au final. Comment est-ce qu'on développe le leadership? Parce que c'est une compétence qu'il est important de développer pour l'avenir. Peut-être un mot vraiment pour accentuer sur l'importance de ce leadership, mais aussi sur les compétences comportementales. Donc on en entend beaucoup parler ces dernières années. Elles ont eu un vif succès. Tout le monde s'est dit il faut aller sur ces compétences-là. Les recruteurs se penchent davantage et font des processus d'assessment pour pouvoir bien les détecter. Et en même temps, on entend quand même à droite, à gauche, ces fameuses soft skills être remises un petit peu en question. Est-ce que c'est aussi ce que vous disiez en début d'émission, un rééquilibrage entre bienveillance et exigence? Oui, par exemple, c'est une illustration faite parfaite de ce qui est une véritable évolution dans le monde, dans le champ des soft skills, où depuis une dizaine d'années, on en parle beaucoup. Ça restait assez nouveau pour beaucoup de personnes. C'est comme si aujourd'hui, on sort enfin, j'ai envie de dire, voilà, de cette période un tout petit peu d'adolescence, pour passer à quelque chose de beaucoup plus mature, où on peut plus facilement mettre en face des attentes qui sont claires, des résultats qui sont concrets, et avoir de véritables manières en fait d'évaluer aussi la performance par rapport à ces skills. Je sais que dans les entreprises aujourd'hui, on évalue de plus en plus sur les dimensions comportementales, que aussi, bien sûr, sur vraiment les indicateurs clés, en fait, de la performance. Et comme on arrive de plus en plus facilement à relier, à combiner les deux, je pense que ça va continuer dans ce sens, que peut-être aussi, j'ajouterais, que peut-être on va arrêter enfin aussi d'utiliser tous, moi aussi, le terme soft skills, parce que c'est dommage, il n'y a rien de soft dans les compétences comportementales. Ce sont des compétences qui sont absolument clés. On le sait, toutes les recherches des dernières années vont dans ce sens-là. Donc, même compétences comportementales, même si c'est un peu long à dire, ça résume déjà mieux, ou des compétences de pointe, etc. C'est un terme que nous utilisons beaucoup. Donc, ça sera fascinant de voir comment ça continue à progresser. Et puis, sur le leadership, dans la première partie de la question, je pense qu'on continuera à voir cette montée en puissance du leader assertif, du leader qui sait clairement exprimer et exposer ses attentes, qui ne va pas hésiter à s'exprimer quand ça va bien et quand ça va moins bien. Or, on était un peu penché sur une notion peut-être un tout petit peu trop humble. C'est un mot qu'on utilise depuis des années aussi pour parler du leadership, qui a tout son sens. Je pense qu'on va rééquilibrer un tout petit peu entre ces facteurs, et on encouragera
peut-être aussi ce leadership depuis un plus jeune âge ou depuis des responsabilités plus juniors pour essayer de cultiver réellement, OK, je prends un sujet, je prends un projet, je le prends en charge, j'y vais, je suis capable de fixer des objectifs, d'avoir une de fixer vision, le cap, d'avoir ouais. une vision, etc. Mm, mm. Florence, sur les soft skills, qu'est-ce que vous en faites chez Andy? Est-ce qu'aussi il y a eu un petit peu une folie autour de ces soft skills et maintenant à se dire, moi, en fait, parmi ces fameux soft skills, lesquels je veux et comment est-ce que je les évalue, comment est-ce que je les prends en compte? Alors, j'ai l'impression quand même depuis des années, en tout cas en ce qui concerne les programmes de formation, un portefeuille qui est assez riche en ce qui concerne les soft skills est vraiment répandu au sein du groupe avec une segmentation pour le top de l'entreprise ou pour les talents ou globalement pour les managers. Euh, je rejoins énormément Carly sur le leadership qui est exprimé, mais je me dis aussi que pour préparer la suite, le principal enabler, c'est aussi qu'on ait des bons managers qui soient capables aussi de mettre en confiance les équipes, de les autoriser à prendre finalement le lead sur les projets, à être assertifs, de les encourager, d'être là aussi quand ça va pas. Et ça paraît parfois un peu évident à dire, mais dans la pratique, c'est quand même assez compliqué. Bien sûr. Et je trouve qu'aujourd'hui, être manager d'équipe, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. On leur en demande beaucoup. Et probablement que le focus, alors on fait beaucoup de choses, mais le focus, pour moi, ma vision personnelle, c'est qu'il a plutôt tendance à être là, si on veut gagner sur le futur et à vraiment avoir un impact. Et c'est des déploiements massifs. Alors, ce n'est pas 2-3 jours de formation qui peuvent tout changer, mais il y a aussi des rôles modèles, il y a aussi des communautés. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre d'arriver vers une culture et d'avoir des process aussi qui soient plus fluides pour que le manager prenne vraiment tout son rôle et que les équipes puissent grandir et aient envie aussi d'effectuer ce type de rôle, parce que c'est ce qu'on voit aussi dans un peu toutes les études, hein, que finalement, qui aujourd'hui, en tant que jeune, a envie d'être manager d'équipe, on voit que ça décroît, ça chute de plus en plus, et c'est quand même assez inquiétant pour la suite. Oui, mais finalement aussi, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être un bon manager demain? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu perdu justement sur... Enfin, moi, je me mets à la place des jeunes générations. Être manager demain, qu'est-ce que ça veut dire? On va me demander d'être bienveillant mais efficace en même temps. Voilà, enfin, quelle serait la qualité, la compétence principale d'un bon manager pour vous demain? Il y en aurait beaucoup, je pense pas une liste à la Prévert, mais il y a déjà de l'empathie, de l'écoute active, et puis du courage. Oui, le courage. Et c'est un peu ce qui était dit entre bienveillance et performance. Il faut être là quand ça tombe, mais il faut aussi être là et clair sur ce qu'on souhaite. Et voilà, et aller jusqu'au bout de nos souhaits. C'est vraiment pas facile. Je pense qu'au-delà des compétences, il y a aussi un sujet de charge. Je pense que le sujet des compétences est déjà un sujet pour le manager, mais il y a aussi la charge qui est demandée, puisque c'est du temps à consacrer à ses équipes pour un output incertain. Et puis du temps qui est consacré aussi à sa charge de travail personnelle. Et c'est comment on équilibre le tout. Je reprends l'ancienne casquette learning. J'avais été particulièrement étonnée de voir les statistiques de Microsoft Teams qui expliquaient à quel point on passait maintenant de plus en plus de temps en réunion, et puis alors, avec beaucoup plus de monde, et puis en connecté à distance. En termes de charge mentale, ça peut être rapidement épuisant par rapport à avant Covid. Et donc, voilà, tout ce qu'on demande en plus, et on l'a vu aussi sur la formation, les jours de formation qui étaient avant vécus comme une chance, une opportunité,
ça peut être vécu aussi comme quelque chose d'un peu difficile pour faire rentrer dans l'agenda. Donc voilà, on revient aussi sur le skills priorisation. Oui. C'est la capacité à prioriser, À qui est prioriser. une compétence clé du manager. Oui. Carly? Ben, je suis très alignée avec Florence. Il y a tout ce champ de compétences qui sont dans la soustraction, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la soustraction, donc la capacité à simplifier, à prioriser, à dire non, etc. Et c'est absolument fondamental. Comme Florence l'a dit, les managers aujourd'hui, ils en prennent de plus en plus. Ils n'en peuvent plus. Je peux le dire comme ça. Et il y a tellement de changements, il y a tellement de demandes, il y a tellement de réunions de Teams, etc. On sait. Voilà. La petite fenêtre qui s'ouvre. La petite fenêtre. C'est essentiel de savoir, mais comment est-ce que je peux prendre du recul, analyser réellement mes priorités, où est la valeur concrète là-dedans, et faire mes choix. Et si je suis manager, partager ces choix et communiquer, exprimer correctement et efficacement avec mon équipe. Très bien. J'ai une petite question un peu surprise pour vous, mais non, j'en ai deux. La première qui est un peu pour vous taquiner, c'est est-ce que la bienveillance est une compétence ou pas? Oh là là. Parce qu'on l'a élu un petit peu depuis ces dernières années, compétence. Mais est-ce que c'est vraiment une compétence ou est-ce que c'est une intention que l'on a? Enfin voilà, je vous laisse. Mais surtout, comment est-ce que à l'avenir, on va aligner les enjeux de responsabilité sociétale quand même axés sur le bien-être des collaborateurs et cet impératif d'exigence qui est présent. On voit le climat social qui est quand même très, très difficile en ce moment. Des entreprises voilà, qui vont avoir des exigences très, très, très fortes au niveau des performances. Voilà, comment est-ce que, voilà, pour l'avenir, comment... Ma question n'est pas facile. Hein. Non, je pense que la bienveillance, comme beaucoup de ces compétences comportementales, et j'utilise bien le mot compétence, ça dépend de quel côté de la question, en fait, on regarde. Donc, oui, pour moi, experte et depuis longtemps dans toutes ces compétences comportementales, oui, j'affirme, je confirme, c'est une compétence, ça s'apprend, on peut s'entraîner, ça se pratique, on s'améliore, etc. C'est une compétence. Mais c'est aussi, bien entendu, une intention. Donc, ça dépend juste, on est dans quel contexte, pour quelle raison, par quelle fenêtre, est-ce que... Mais ça peut se développer. Est-ce qu'on regarde, ça peut absolument se développer. Et puis, le mot, Elsa, est un peu drôle, parce qu'on sait que ce terme bienveillance, ça a provoqué des débats très chauds, voilà, dernièrement, sur les réseaux. Donc, c'est marrant de voir, de constater à quel point ça touche une corde sensible. Hein, et parfois, les débats ne sont pas agréables en fonction de comment on est. Moi, je trouve ça génial qu'on prenne du temps et de l'énergie et de l'émotion. Que d'autres gens, à part juste des expertes, voilà, pour débattre réellement, parce que c'est comme ça, c'est toujours grâce au débat que les choses évoluent. Et là, il y a des changements. Climat social, politique, géopolitique, technologie. On savait que ces changements allaient s'intensifier. Là, on peut, cette fin 2024, l'affirmer de façon très concrète. Très concrète. Florence. Alors, je ne suis pas du tout experte comme Carly. C'est pas le même mot, justement, oui. Mais, disons, bienveillance, le contraire, c'est quand même malveillance. Donc oui, c'est pour ça. Ça paraît être la base. Effectivement, on l'a pas forcément tous, mais ça paraît quand même être la base. Par contre, ce que je me dis aussi, c'est que quand on dit, bah voilà, tu vas voir, cette personne est bienveillante et qu'on ne donne aucun autre adjectif, en fait, on ne dit pas grand-chose sur la personne, parce que c'est effectivement la base. Et donc, on a besoin aussi de dire, cette personne est bienveillante et performante, ça, c'est déjà plus attirant. Donc, je pense que c'est l'un et l'autre. Et moi, je le lis beaucoup
tout ce qui est en fait connecté au sujet d'éthique. Et ça, c'est plus factuel en fait. Ça, c'est plus factuel, en effet, oui. Et après, oui, je rejoins aussi que ça peut être une intention, et puis parfois c'est un sujet d'interprétation. Bien sûr, oui. Donc c'est toujours très subtil. En tout cas, c'est la base, et c'est pas, en tout cas, c'est pas en contradiction avec la performance. C'est l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre. Oui, non, mais je voulais vraiment avoir votre avis sur ce terme-là, parce qu'en effet, on sait qu'il a fait parler de lui. Merci beaucoup pour vos explications. Finalement, on retient le courage du manager, qui va quand même, je ne sais pas si on peut le définir en tant que compétence clé pour 2025, mais peut-être, Carly vote pour le courage du manager, et aussi alors vous appelez ça la soustraction quand même, mais aussi cet enjeu pour les directions de refixer des objectifs, bien savoir recadrer la gestion des compétences. Si j'ai bien compris. l'IA. Et l'IA. Mais ça, il faudrait une autre émission je pense, dessus. Parce qu'on pourra faire IA et bienveillance aussi. Ça pourrait être intéressant de l'expliquer. Merci beaucoup, Carly. Je rappelle que vous êtes directrice de CA Consulting Group et autrice de Danse avec le chaos, qui est paru en début d'année aux éditions Ethos. Florence, vous êtes directrice des compétences et du strategic workforce planning chez Engie. Merci à toutes les deux. On reparlera de ça dans un an pour voir si ça a marché. Ça a marché. Merci beaucoup à vous. On se retrouve tous les lundis sur Bismart for Change et bien évidemment, quand vous le souhaitez, sur bismart.fr, un replay. Merci.